Dimanche 22 décembre 2024, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Conçu pour désengorger le port autonome de Cotonou et en améliorer la productivité, le Centre des affaires maritimes a mis en place un projet qui offre une solution fonctionnelle aux acteurs du secteur maritime. À suivre en début de cette édition, une capsule vidéo qui montre la construction de ce nouveau joyau au service du port de Cotonou. L'allaitement maternel est un moyen les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Il est donc recommandé que l'enfant soit allaité exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Quelles sont les habitudes à adopter pour établir une alimentation saine chez l'enfant? Élément de réponse dans ce journal avec l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Pour le compte de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football, Zone Nord Dynamique FC obtient les 3 points en battant Dynamo FC de Parakou sur un score de 1-0. À suivre dans un instant le point des autres rencontres comptant pour la 13e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Conçu pour désengorger le port autonome de Cotonou et en améliorer la productivité, le Centre des affaires maritimes a mis en place un projet qui offre une solution fonctionnelle aux acteurs du secteur maritime. Suivez dans cette capsule vidéo la construction de ce nouveau joyau au service du port de Cotonou. Voilà l'ancien bâtiment que nous utilisons et qu'on a appris que le gouvernement est en train de faire un centre d'affaires maritimes. C'est vraiment une joie pour nous, les acteurs portiers, et que désormais les choses vont se faire de façon plus fluide et avec des locaux plus confortables qu'ici. Avec ça, je suis sûr que notre port deviendra beaucoup plus attractif encore quand les clients vont voir, les clients de l'extérieur, je vais parler des pays de l'Interland, qui seront plus intéressés à venir ici pour leurs diverses opérations. Donc le Centre des affaires maritimes est un projet qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il comporte 2 bâtiments principaux. Donc le bâtiment principal que vous voyez ici à ma droite et le bâtiment parking qui se trouve ici à ma gauche. Sur le bâtiment principal, le rez-de-chaussée et le premier étage sont communs donc aux 3 bâtiments. À partir du 2e étage, on peut voir que les bâtiments vont se scinder en 3. Donc on a le bâtiment A qui va être pour des instances privées, le bâtiment B pour des instituts publics et le bâtiment C qui sera pour exploitation au port autonome de Cotonou.
Le bâtiment ici à ma gauche est le bâtiment parking qui va s'étendre sur un R+3. Donc ce parking-là va accueillir jusqu'à 1550 véhicules. Le centre des affaires maritimes est placé à un emplacement qui est très stratégique. Donc on a le boulevard de la Marina au sud, l'avenue Jean-Paul II au nord, et ici du côté est, on a le carrefour 3 banques. Donc c'est un emplacement stratégique donc pour les entreprises qui vont venir s'installer ici et qui vont vraiment avoir un aspect aisé ici au port. Donc l'entreprise Kofi et Diabaté, donc ici qui est maître d'œuvre, a proposé un aménagement donc du bâtiment C qui est pour exploitation au port en suivant l'organigramme préconisé par le port. Et pour les deux autres bâtiments, ce sont des plateaux de bureaux qui sont vides et qu'il faudra aménager par les futurs locataires. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie chez l'enfant. L'enfant doit être exclusivement allaité au sein pendant les 6 premiers mois de la vie, comme cela est recommandé par l'OMS, entendez, Organisation mondiale de la santé. Suivez dans cette capsule vidéo réalisée par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, les bonnes habitudes à adopter pour établir une alimentation saine chez l'enfant. Femme allaitante. L'alimentation de complément est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de complément est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de complément, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Après l'accouchement, il est conseillé de donner à l'enfant dès les premières heures le colostrum qui n'est rien d'autre que le lait jaune, ce qui constitue un nutriment essentiel pour le bébé. Plus de détails dans cette capsule vidéo, toujours réalisée par l'ANAN. On regarde. Femme, dès la première heure après l'accouchement, donne à ton enfant le premier lait jaune, appelé colostrum. Ce lait est un trésor pour ton bébé. Il est riche en nutriments, en anticorps et en sels minéraux qui protégeront ton bébé contre les maladies et faciliteront l'élimination du méconium. Le colostrum est 10 fois plus riche que le lait mature en vitamines et assure la protection initiale du nouveau-né. Donne ton lait à ton enfant à la demande toutes les 2 à 3 heures. En cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. À présent, je vous invite à suivre dans cet élément qui édifie et retrace le bien fondé de la consommation des fruits et légumes pour la santé. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas
pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Toujours dans le même registre, certains fruits et légumes et même aliments perdent leur saveur, leurs nutriments lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur. Ainsi, mettre des aliments au frigo peut être une erreur et même dangereux pour la santé. Quels sont les gestes à adopter pour préserver leur qualité? Élément de réponse dans cette capsule vidéo signée Lanan. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leur composé aromatique. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo. Placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid. Conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. À compter du 1er janvier 2025, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, mettra en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables. Après plusieurs jours de sensibilisation à travers les médias, l'ARCEP Bénin se rapproche des consommateurs afin de les édifier davantage sur les raisons de ce passage à 10 chiffres. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet élément. À partir du 1er janvier 2025, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, met en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables qui passe à 10 chiffres. Après les messages de sensibilisation à travers les médias et la campagne de communication dans les réseaux sociaux, l'ARCEP se rapproche des consommateurs. Des rencontres de proximité qui visent à expliquer aux abonnés des GSM les raisons de cette révolution et surtout ce qui se passera dès le 1er janvier 2025 si les abonnés ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. Depuis donc le 30 novembre, aujourd'hui le 20 décembre, nous avons exactement 11 jours pour nous conformer à cette réglementation. Pourquoi? Parce que passé ce délai, nous risquons de ne pas pouvoir communiquer. Notons en passant que depuis le mois de mai 2024, l'Union internationale des télécommunications dans le monde entier a permis et a informé tous ceux qui contactent le Bénin qu'avant de le faire désormais, il faut faire le 229 suivi du 01. Il est donc impérieux, important, urgent pour tous ceux qui sont béninois au Bénin, ceux qui sont à Dassa ainsi que tous ceux qui sont dans le pays et qui puissent être informés. Et c'est la raison d'être de notre présence ici. L'ARCEP vient informer, sensibiliser, éduquer les consommateurs. À partir de maintenant jusqu'à la fin, nous avons 11 jours. Mettre le 01 devant, modifier les cartes de visite. Si vous avez des clients en ligne sur TikTok, sur WhatsApp et autres, corrigez les numéros, mettez le 01 devant. Parce que si vous ne le faites pas, ils risquent de ne pas pouvoir vous contacter et vous risquez également de ne pas pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous voulons que tous ceux qui sont venus aujourd'hui puissent être nos relais dans les hameaux, dans les maisons, dans les entreprises pour que cette disposition mise en place par le gouvernement et accompagnée par l'association des consommateurs BSSC et que nous sommes venus soutenir ici puisse être une réalité. La rencontre qui a lieu à Dassa-Zoumé vendredi 20 décembre a réuni des participants venus de toutes les communes du département. Cette approche de l'ARCEP est bien appréciée par les participants. Suite à notre séance de sensibilisation, ce que moi j'ai pu garder aujourd'hui,
c'est qu'il est d'une importance capitale que nous tous, en tant que citoyens béninois, nous fassions les mises à jour de nos numéros en les ajoutant 01. Alors, on nous l'a expliqué de plusieurs manières. Si nous avons nos téléphones Android, nous pouvons déjà aller sur Play Store et taper l'application Convium. Et l'application elle-même qui a été mise en place par la CEP Bénin, qui peut nous permettre de convertir nos numéros de 8 chiffres à 10 chiffres et nous adapter à la nouvelle réglementation des plans de numérisation au Bénin. Le travail que nous avons fait, ce n'est que de sensibiliser encore ceux qui sont proches de nous. Parce que d'ici, comme l'a dit la vice-présidente de la CEPT, la conseillère, c'est que nous avons encore 11 jours pour que les numéros soient mis à jour, que désormais tout le monde ait les 10 chiffres comme numéro. Sinon, à partir du 1er janvier 2025, les numéros à 8 chiffres ne vont plus passer. Alors nous, notre devoir est de sensibiliser encore plus nos proches, ceux qui nous appellent, ceux qui sont autour de nous. Et dès qu'on voit quelqu'un qui manifeste peut-être un mécontentement parce qu'il n'a pas encore fait la mise à jour de ses numéros, parce qu'il a des problèmes à échanger, à contacter, on a juste à lui expliquer l'intérêt et le bien fondé. J'ai aimé parce que ça permet plus de sécuriser le pays. Désormais, on sait que quand tu mets ton code, tu mets ton indicatif, le 0229, et que tu ajoutes le 01 partout où tu es dans le monde entier, tu sais que ça, c'est le Bénin. Donc ça nous permet déjà d'édifier notre pays à part. Et aussi, ça nous permet aussi de garder nos numéros plus tard. J'aimerais partager avec toutes et tous de pouvoir convertir les numéros à 10 chiffres et désormais, et avant de passer n'importe quel appel, il faudrait qu'on ajoute le 01. Cette séance d'information et de sensibilisation, conduite par la vice-présidente de la CERP et les associations des consommateurs, sera élargie aux communautés à la base par des agents de relais qui ont également pris part à cette rencontre. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon a délivré ce vendredi à l'Assemblée nationale face aux députés son message sur l'état de la nation. Dans son discours, Patrice Talon a rendu compte de l'état du pays en 2024 tout en évoquant les avancées mais aussi les points d'insatisfaction. Suivez un extrait de son argumentaire. Alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point. Le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final
de notre action commune. Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Au terme de la session, quelques députés de la mouvance présidentielle n'ont pas manqué de livrer leurs impressions, suivant quelques-uns ici au micro de ESAE TV. Le chef de l'État nous a habitués à des discours qui ne nous font pas dormir. Il faut d'abord déjà le saluer pour ça. 30 minutes de discours, concis, précis, très clair à comprendre et pas du tout ennuyeux. Et vous l'avez vu, lui-même a dit qu'il n'est pas venu aligner des chiffres. Et il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Comme vous venez de me dire, à savoir, notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie, qui érode le pouvoir d'achat de nos populations. Maintenant, après ceci, il a énuméré les différents secteurs dans lesquels nous avons engrangé beaucoup de succès. Et ces succès sont là. Tout le monde sait bien que l'État, le pays, le Bénin est en progression sur maints domaines et ces domaines ont été cités. Et si ça ne va pas quelque part, il faut que les gens viennent, le débat peut se faire. En matière de routes, le chef de l'État a dit la qualité des routes qui se font aujourd'hui est un exemple pour montrer la qualité de notre gouvernance. Lorsque vous devez construire des routes, il faut d'abord que vous réussissiez dans la mobilisation des ressources.
Le Bénin en 2016 était à 740 milliards de recettes internes mobilisées. Et on parlait de 1200 milliards de routes lancées. Mais aujourd'hui, où le Bénin a près de 2000 milliards par an de recettes internes mobilisées, oui, on peut parler de routes à construire sur des ressources nationales complétées par des ressources externes. À son arrivée, le président avait dit il faut d'abord assainir le cadre macroéconomique et assainir les finances publiques pour nous donner les moyens d'avoir des ambitions. Et c'est ce qu'il a fait les premières années. Et ensuite, dès lors que les résultats sont arrivés et que les caisses se sont renflouées, eh bien, tout a commencé, les chantiers ont démarré dans tous les domaines que vous avez vus. Et le social continue. Il nous a aussi donné un aperçu des perspectives. Il a parlé des suppléments alimentaires que le gouvernement s'apprête à accorder désormais pour les 1000 premiers jours de l'enfant afin de favoriser son développement psychique. Tout ceci constitue la preuve que le redressement social est toujours en marche. On constate que cette insécurité qui vient d'ailleurs, nos forces de sécurité et de défense laissent leur vie. C'est assez pénible. Mais quand nous regardons de près, nous devons voir les grands efforts qui ont été faits pour que le Bénin continue à tenir en tant que pays debout et que ceux qui nous veulent du mal à nos frontières ne puissent pas progresser. Tant qu'il y aura toujours un soldat qui va tomber sur une mine, ce sera un point d'insatisfaction. Tant que nous n'allons pas mettre ces gens hors d'état de nuit, ce serait des points d'insatisfaction et le chef de l'État a bien fait de le mentionner, de le dire. Par rapport à la cherté de la vie, cela va sans dire. Nous vivons dans le Bénin, nous le savons, nous le constatons. Mais regardez ailleurs ce qui se passe et vous verrez que notre pays a quand même fait des efforts. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est ce que le chef de l'État a voulu dire. Que le gouvernement va travailler pour que la cherté de la vie puisse véritablement reculer afin que tous les Béninois puissent vivre avec le minimum nécessaire. C'est ce point que le chef de l'État a voulu dire. Mais moi, ce qui a retenu mon attention au-delà de ces points, c'est que le chef de l'État a réaffirmé que le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes des variables interchangeables, mais ce qui n'est pas changé, c'est notre pays, c'est le Bénin. Et sa lutte pour le progrès doit avancer, quels que soient les prix à payer. Et c'est en réaffirmant cela que nous avons véritablement eu la chair de poule et nous nous sommes dit que véritablement ce qui a commencé depuis 2016 va se poursuivre pour le développement du Bénin. Quel Béninois n'est pas fier de voir les bons que notre pays fait? Quel Béninois n'est pas content en venant ce matin à Porto-Novo de circuler sur une double voie? Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers du Bénin qu'on leur aura laissé. Et le chef de l'État nous a donné cette assurance que la dynamique va se poursuivre, la dynamique de construction d'un Bénin, la dynamique d'une gouvernance moderne où le développement, le béninois est mis au cœur de cette dynamique. J'ai senti 3 étapes. La première étape, celle de nous restituer en toute modestie les succès déjà engrangés. Et Cotonou, une des villes les plus propres de l'Afrique, notre scienture financière qui est de plus en plus sollicitée et qui fait qu'on peut nous prêter de l'argent avec des taux réduits. Beaucoup de records qui ont été battus. En plus de cela, le président a lancé des perspectives. Et c'est ça qui m'a intéressé, notamment pour les femmes enceintes. Désormais, l'État va accompagner, y compris en période de gestation, l'intelligence des Béninois. C'est important de le dire pour que tout ce qui est cognitif chez le Béninois soit pris en charge par l'État, chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Les écoles, la cantine scolaire, les classes sportives et même les guépards sont des résultats dont nous pouvons nous féliciter. Et à la fin, le président, en tant que chef de son groupe, chef de son équipe et de son bataillon, on va dire, s'est montré résolument engagé pour préserver. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, nous allons continuer à travailler et nous allons faire en sorte que ceux qui vont nous perturber ne viennent pas gâter
ou ne viennent pas réduire l'effort, ne viennent pas empêcher la marche résolument que le Béninois et la Béninoise, c'est-à-dire tous les Béninois, ont entamé depuis bientôt 9 ans. Dans la même veine, les députés de l'opposition n'ont pas manqué de faire entendre leur voix. Également, on les suit au micro de nos reporters. À mon avis, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, d'autant que la marque, la caractéristique de ce régime, c'est de penser que leur satisfaction personnelle et la satisfaction de ceux qui sont dans leur environnement immédiat est la satisfaction de tous. Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Heureusement, il n'a pas voulu parler de chiffres. Dès le départ, il nous a annoncé « Je ne suis pas venu pour vous parler de chiffres ». Parce que justement, quand il s'est essayé à dire des chiffres, comme l'année dernière, il nous a embrouillés. Je vous donne 2 petites illustrations. Je ne sais pas où se trouvent 440 milliards dans le budget pour réaliser les lycées, écoles, etc. Deuxièmement, il nous a confirmé la construction de 30 lycées. Or, pendant les travaux budgétaires, le ministre des Finances nous a dit les 30 lycées, vous ne les aurez plus. Nous allons convertir ça. Vous aurez 15 lycées et vous aurez après des centres de formation. Bon, qui croit? Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui ment, mais il y a matériellement, évidemment, des chiffres qui ne sont pas exacts. Et donc, il y a quand même ce discours, s'il est techniquement bien articulé, dans le fond, il traduit de grandes insatisfactions. Et malheureusement, le discours s'est terminé par un refus de travailler à la paix, de travailler au consensus national, de travailler à la cohésion nationale. C'est cela qui est dérangeant dans le discours. Je me suis rendu compte qu'il a 2 Bénins. Un Bénin que le chef d'État vient de décrire, où tout va bien, et le réel Bénin dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route du développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, lorsque l'ancien président de la République a signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes, il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas, je le répète. Les populations souffrent énormément. Mais pour les chefs d'État, ça va. Comme il aime se faire applaudir, ses soutiens l'ont applaudi tout le temps et je pense qu'il est content, il est fier de ça. Mais le peuple est là pour juger de ce discours et très très bientôt, l'avenir nous dira le reste. Un mois après la qualification des Guépards du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 au Maroc, le président de la République Patrice Talon a rendu hommage à Steve Mounier et ses coéquipiers lors de son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État a salué l'esprit d'équipe exemplaire a salué, autant pour moi, l'état d'esprit exemplaire de l'équipe nationale. Suivez un extrait de ses propos. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience
que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025, et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. On poursuit cette édition. Le gouvernement béninois a opéré de nombreuses réformes dans le secteur des affaires sociales depuis 2016 à nos jours. La plus aboutie a été la remise de cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées du Bénin. Lors de l'émission Réédition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marie-Léa Yemadjo de la télévision nationale et Honoré Naoum de Radio Cotonou. La ministre des Affaires sociales Véronique Toyin-Fodé s'est exprimée sur les avantages de cette réforme. On regarde. Puisque vous me mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats. Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration, pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard, ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc, il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. Et avoir cette carte, déjà, ça va permettre de savoir à quel taux son incapacité, c'est-à-dire l'incapacité liée à son handicap, c'est quel est ce taux. Et en fonction de ce taux, les différents moteurs et tous les types de handicap. C'est pour ça que j'ai dit la commission interministérielle appuyée par des experts. C'est un travail ardu parce qu'il faudra, en fonction des différents types de handicap et le pourcentage d'incapacité, pouvoir déterminer un taux qui permettra donc de pouvoir bénéficier des différents projets.
Et puis on poursuit ce journal avec les échos de la principale décision politique du sommet de la CEDEAO qui a pris fin le week-end écoulé à Abuja au Nigeria. Elle était très attendue, la réponse des dirigeants de l'organisation ouest-africaine à la position séparatiste des 3 pays de l'AES, mais c'est effectif. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne vont bientôt plus être membres de l'organisation ouest-africaine. Ceux-ci ont montré un petit geste d'ouverture avant le sommet CEDEAO en décidant de la libre circulation sans visa des ressortissants. Les échos de la science dans ce reportage signé l'ORTV. L'agenda du 66e sommet de la CEDEAO a beau afficher des sujets aussi importants que celui de l'état financier difficile de l'organisation, la marche vers l'éco, la monnaie unique, la sécurité, la transition en Guinée, mais la question maîtresse à trancher reste la réponse ultime à donner à la volonté tenace du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se séparer de la CEDEAO. Certes, l'AES a octroyé la liberté de circuler sans visa aux Ouest-Africains dans son espace, signal d'ouverture au peuple juste 24 heures avant le 66e sommet de la CEDEAO. Mais pas un traître signe de leur retour vers l'organisation ouest-africaine. Après un long huis clos préalable, les dirigeants de la CEDEAO accordent un délai de transition jusqu'à fin janvier 2025 aux dirigeants de l'AES pour reconsidérer leur retrait. Ces 3 pays seront officiellement des membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays pendant cette période de transition. À cet effet, la conférence donne le mandat au président Faure Gnassingbé de la République togolaise et au président Diomaye Diakhar Faye du Sénégal pour poursuivre leurs efforts de médiation jusqu'à la fin de cette période de transition, dans l'espoir de ramener ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Si le retrait se confirme, le Mali, le Niger et le Burkina vont perdre le siège des institutions spécialisées de la CEDEAO qu'ils abritent sur leur sol. De même que tous les avantages qui vont avec. Quelle que soit l'issue de la défiance de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO, la réforme d'une institution à vocation économique prise au piège de crise politique apparaît aujourd'hui inéluctable. Il était également question au cours de ce sommet de la sortie annoncée de l'organisation sous-régionale du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. Les 3 pays dirigés par les militaires tiennent à avoir leur propre organisation et prend acte de cette demande tout en restant ouverte aux négociations. De retour ce lundi 16 décembre du sommet, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Ayadi Bakari a fait le point des conclusions de cette rencontre à la presse. Suivons ensemble. Les chefs d'État au cours de cette conférence ont pris acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina de quitter la CEDEAO et donc en prenant acte, puisque cette demande a été formulée le 28 juin 2023 et que les textes de la CEDEAO demandaient à ce qu'il y ait une période de 12 mois au cours de laquelle, avant qu'on ne prenne acte réellement de la décision de départ, nous arrivons en fait au terme de ces 12 mois. Donc la conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois,
nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. La réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. La CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations. Qu'est-ce qui se passera après ? Vous avez dû suivre également le fait que les chefs d'État ont demandé à ce qu'il y ait très rapidement, donc courant 2e trimestre de l'année 2025, une réunion du Conseil des ministres pour acter des modalités concrètes et pratiques de départ de ces 3 pays si jamais ils décidaient de ne pas revenir. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que, pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. Et pour les populations, nous espérons aussi du Bénin, il n'y ait pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui se passait lorsque ces 3 pays faisaient partie de la CEDEAO. Donc nous ferons tout pour préserver les intérêts des populations. Toujours dans le même registre, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui composent l'Alliance des États du Sahel, maintiennent la libre circulation des biens et des personnes avec les États de la CEDEAO, organisation avec laquelle ils ont annoncé le divorce l'an dernier. Une décision saluée par plusieurs citoyens béninois, suivant quelques-uns ici au micro de EZAE TV. Le dernier communiqué des 3 pays ensemble nous ont dit que les citoyens de la CEDEAO, où elles sont en train de quitter, peuvent venir séjourner chez eux, faire tout ce qu'on peut faire, sans visa. Je dis bien, je répète, c'est déjà une collaboration avec la CEDEAO. Même s'ils sont à part aujourd'hui, est-ce que la Mauritanie, elle est revenue? La Mauritanie est partie. Elle n'est pas revenue. Donc, j'aimerais que la CEDEAO pense à une collaboration de ces pays-là, parce que n'oubliez pas, les 3 pays-là représentent plus de 72 millions de peuples et près de 740 et quelques sur le plan économique. Là, je peux me réjouir. Les autres, les 12 autres pays peuvent rentrer chez eux sans visa. Les citoyens peuvent aller s'installer, sortir comme bon les semble. Donc c'est une porte laissée ouverte. Ces 3 dirigeants sont des gens sérieux. L'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est un peuple qui ont leur histoire commune. Parce que si les institutions se chamaillent, ça ne concerne pas le peuple, hein. Ça ne concerne pas la population. Vous savez, ils ont une forte communauté, le Burkina et Mali, ils ont une forte communauté en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, ils ont intérêt aussi. Les citoyens ont la liberté, doivent circuler librement. Donc ils ont compris. Et ils n'ont pas mis bâton devant pour bloquer la libre circulation. Moi, je dis c'est bien. On verra comment la CEDEAO va réagir. Est-ce que la CEDEAO va imposer visa à son tour, compte tenu du protocole additionnel? S'il y a un pays de la CEDEAO qui peut imposer ça, il faut encore essayer, on va voir. Parce que nous avons une histoire commune. Donc personne, s'il y a CEDEAO ou pas, nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest, nous sommes des frères. Il ne faut pas oublier que c'est des pays interlandes. Ils ont besoin des autres pays. Donc la collaboration doit être de mise.
Je remercie M. Goïta, le général Goïta. Je remercie son Excellence M. Traoré, n'est-ce pas? Et je remercie le Babariba, M. Tiani, que moi j'appelle président Bambata, c'est-à-dire grand président. Parlons toujours de ce sommet de l'AES. Quelles en seront les conséquences pour la CEDEAO et les pays de l'AES en question? Élément de réponse avec l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Il s'agit beaucoup plus d'une prolongation. Une prolongation qui voudrait, chose de croire, en sorte que les États de l'AES, le Niger, Mali et le Burkina Faso puissent revoir leur copie et revenir au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'on en est aujourd'hui bien loin parce que la position de ces trois États a toujours été très claire. Ils ne feront pas un retour en arrière. Ils ne reviendront pas au sein de cette communauté justement parce que cette communauté a plus ou moins trahi, je veux dire, leur confiance et cette CEDEAO n'a malheureusement pas trouvé les solutions à leurs problèmes. Et il y a quelques mois, quand il y avait le coup d'État au Niger, la posture de la CEDEAO était claire. La CEDEAO pourrait même attaquer militairement le régime du général Tiani et remettre sur la sellette, remettre sur le pouvoir M. Bazoum. Donc je pense que tout ça, ça a créé une sorte de crise de confiance qui aujourd'hui n'a jamais été retrouvée. La deuxième chose, c'est que je pense que l'AES ne veut pas aussi d'une rupture totale, il faut le souligner. L'AES veut toujours rester dans la configuration d'une CEDEAO à la carte, c'est-à-dire maintenir les avantages économiques et délaisser les désavantages politiques. Rappelons qu'économiquement, la CEDEAO reste un poids très fort. La CEDEAO ne peut pas être oubliée par ces trois États, justement parce qu'il y a plusieurs corridors qui pourraient profiter économiquement à l'AES. Quand je prends le corridor Burkina Faso-Côte d'Ivoire ou le corridor Mali-Burkina Faso, c'est des couloirs de commerce qui sont, je vais dire, considérables sur l'échiquier économique et y mettre fin d'un coup, je pense que c'est asphyxier l'économie de ces États. Donc je pense que l'AES veut tout de même continuer à maintenir le flux économique entre les États de la CEDEAO et leurs propres États et faire en sorte également que la libre circulation des personnes et des biens ne soit pas une utopie, mais une réalité. En Afrique, la ville de Cotonou figure parmi le top 10, autant pour moi, des villes les plus propres selon un récent classement réalisé par Jeune Afrique Intelligence Unite. La capitale économique du Bénin est 6e sur les 30 villes classées avec une note de 7,3 sur 10. Cotonou devance les métropoles comme Abidjan et Accra. Un classement qui réjouit les habitants de la ville. Reportage signé ESAE TV. En tant que Béninois, je suis content d'entendre que ma ville, Cotonou, où je vis, on me dit qu'elle est la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Je suis content. Je vois qu'il y a des efforts qui se font. Monsieur Patrick Talon est un monsieur qui connaît ce qui est chic, ce qui est nickel. Il a ce goût-là. Il a ce goût de ce qui est nickel. Donc on ne peut que l'apprécier. On ne peut apprécier que c'est un début. Remercions au moins le pouvoir en place qui fait au moins quelque chose sur ce plan, sur la propriété de la ville de Cotonou. Parce que Cotonou a des habitants vraiment impossibles sur ce plan-là. Mais d'effort en effort, ce que nous constatons, ce que nous voyons que Cotonou, je vous dis ceci, pour nous qui sommes nés dedans, grandissons dedans, nous disons que Cotonou est en train de changer effectivement. Vous saluez la municipalité de Cotonou, notre ami Atropo. Il faut dire que les habitants béninois doivent savoir que la propriété, c'est d'abord la santé. D'accord? Le gouvernement est en train de faire sa part. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour la propriété de la ville de Cotonou et des autres villes béninoises. Donc il faut que nous apprenions à aimer la propriété, l'hygiène. C'est très important. Tu ne peux même pas jeter un sachet sur la route à Accra. Tu ne peux pas. Les gens vont te suivre. Il y a les caméras de surveillance. Il y a tout.
Mais c'est le gouvernement qui a donné un très bon exemple pour la propriété de la ville de Cotonou et des autres villes telles que la ville de Porto Novo, etc., etc. Donc j'invite tous les Béninois à aimer la propriété, à travailler, à œuvrer pour la propriété de la vie. Il ne faut pas continuer tout à jeter des choses sur les rues ou sur les voies. Ce n'est pas une bonne chose. Cette édition se poursuit dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. La dynamique CHA, entendez, dynamique Christelle Rondonugbo Aliosa, a organisé une conférence publique d'échange, d'expériences et de conseils. Au cours de cette assise, la présidente de l'Institut national de la femme, maître Huguette Bokpe-Yankadja, a énuméré quelques approches de solutions contre ce fléau. Suivez un extrait de ses propos au micro de ESAE TV. Nous les femmes, on nous fait asseoir, on nous apprend comment être de bonnes épouses, quel comportement avoir, tout ça. Mais je ne sais pas combien de papas font asseoir leur fils, à part leur dire que tu dois avoir un boulot. Mais je ne sais pas s'il y a un papa qui dit à son fils, sois gentil, sois un homme gentil vis-à-vis de ta femme. Je peux entendre des hommes dire à leurs enfants, débrouille-toi pour t'occuper de ta famille, tout ça, mais sois un homme gentil. Parce qu'en élevant aussi les hommes, les garçons, on les élève justement dans le manque d'empathie. S'il y avait même une possibilité de rendre obligatoire légalement l'autonomisation de la fille, de la femme, je dirais qu'il faut qu'on commence par là. Parce que c'est aussi quelque chose qui intervient. C'est-à-dire, une femme ne pourra dire non à la violence que si elle est économiquement indépendante. Et puis on ne dit pas assez souvent que le Code des personnes et de la famille dit que c'est chacun qui apporte sa contribution au ménage. Ce n'est pas le mari seul. Donc si tu sais qu'il pèse sur toi une obligation égale à celle de l'homme, d'apporter ta contribution dans la mesure de ce que tu gagnes, tu vas courir, tu n'accepteras pas qu'on te dise reste à la maison, pour les enfants, je m'occupe de vous tous. N'est-ce pas? Donc l'autonomisation économique de la femme est un must et je ne doute pas de la capacité de certains hommes à s'occuper de leur famille. Et je ne peux pas porter non plus une camisole de force aux femmes pour leur dire si votre mari dit qu'il va s'occuper de vous, refusez. Mais moi je leur dis toujours faites attention. Parce qu'on a vu à l'INF des femmes de 55 ans venir nous voir et pleurer sur nos épaules pour nous dire j'avais un boulot, j'avais la sécurité sociale, j'avais tout, j'avais une retraite. Il m'a dit de rester à la maison, qu'il allait s'occuper de moi. Mais en réalité, il n'a pas ouvert de compte, rien. Il n'y a rien. Donc le jour où elle vient nous voir là, c'est une femme qui n'a plus de vie sociale, qui n'a pas de sécurité sociale, qui n'a pas de pension de retraite, qui est sortie du marché du travail à 55 ans. Si tu ne fais pas du commerce, quelle est l'administration? C'est rare, sauf si c'est peut-être dans le privé que tu as vraiment des qualifications qui font qu'on peut continuer de t'employer. Armel Adjamakan, promoteur de Noël Excellence, a offert des cadeaux aux élèves de l'école primaire publique de Kpakpakanmen et celle de Agbalilame Group B, en particulier les 3 premiers de chaque classe. Une initiative qui est à sa 5e édition et qui promeut l'excellence en milieu scolaire. C'était ce vendredi 20 décembre à Akpakpa, ESAE TV pour le compte rendu. Valoriser le génie des enfants, c'est l'objectif que s'est fixé Armel Adjamakan depuis quelques années à travers le festival Noël Excellence. Pour cette 5e édition, les meilleurs écoliers de l'EPP de Kpakpakanmen et Agbalilame Groupe B sont à nouveau à l'honneur. Le festival Noël Excellence 2024 se positionne à nos jours comme un creuset idéal de brassage, de partage, de prestations et d'éducation dans une ambiance festive dans tous les cœurs. Hormis les 3 premiers de chaque classe des 2 meilleures écoles de la localité, les autres écoliers présents ont reçu également des cadeaux.
Les responsables des écoles saluent la clairvoyance de son promoteur. Grâce à cette initiative bien pensée par ce fils, ce natif du milieu, l'année passée, sans vous mentir, nous avons pu faire les 100% au CEP 2024. Autorités locales et écoliers n'ont pas manqué de remercier le promoteur de l'événement. Papa Noël na ya jevile yo bairo fiwa miso dondo me no ze tito na do te to fi na vire ndo jaya monsieur Adjama Kamel ma on ne rono bela no ko ideme. Soyez en remerciés, cher papa et donateur. Nous vous promettons de bien travailler en classe pour toujours. L'initiative vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Une fête meublée par des prestations artistiques, des apprenants et une marche dans les alentours de l'école. Et puis on parle sport à présent. Le Bénin décroche la 3e place à la Coupe EFOAB Filles U17. Dans une rencontre haletante pour la 3e place, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont livré une bataille acharnée qui s'est conclue sur un score nul et vierge, 0 but partout au terme du temps réglementaire. Dans l'exercice des tirs au but, les jeunes Amazones du Bénin ont fait preuve de sang-froid pour s'imposer 5-3, décrochant ainsi une place sur le podium. Romaine Gandonon, véritable muraille et leader sur le terrain, a été élue femme du match, symbolisant l'héroïsme d'une équipe béninoise qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Une victoire éclatante qui marque un pas de plus dans l'essor du football féminin béninois. Parlons toujours sport pour le compte de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. Zone Nord, Dynamique FC obtient les 3 points en battant Dynamo FC de Parakou sur un score de 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Djougou de remonter au classement. Suivez à ce propos les impressions de Bior Emmanuel, secrétaire général de Dynamo de Parakou, au micro de nos reporters. Oui, vous avez vu, j'ai pris un but sur un manque de concentration. Sur un manque de concentration de mes défenseurs, sur une entrée de touche et j'ai pris un but. Et au niveau, ça paye cash. Alors ils ont marqué et j'ai tout fait pour égaliser, ça n'a pas arrivé. C'est pas arrivé. Et c'est comme ça d'habitude, hein, vous avez vu comment on a joué. C'est comme ça, on prend tous les buts et chaque instant on prend des buts et imprévus, je dirais quoi, voilà. À domicile, les Audio Boys, j'y arrive enfin, se sont imposés 1-0 face à BKFC. Un but inscrit à la 45e minute qui restera jusqu'à la fin de la rencontre. Suivez dans cet élément les grands moments de la partie rapportés par la rédaction de EZAV TV.
Parlons toujours de la Ligue professionnelle de football. L'AS Cotonou et Coton se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Pleven de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Sewa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur pénalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Suivez les réactions du coup de sifflet final de Abdoulkader Koné, vice-capitaine de Coton, Akinyelou Akinsola, entraîneur de l'AS Cotonou, et Victor Zvonka, entraîneur de Coton. D'abord, sur cette première mi-temps, on est tombé sur un adversaire qui a été très agressif, mais dans le bon sens du terme, hein, attention. Hein, ça a été mais une équipe qui avait plus envie que nous. Nous, on a subi. On s'est réveillé au bout d'une demi-heure. On a une belle occasion avec Mama. Donc jusqu'à la mi-temps, je n'étais pas content parce qu'on n'avait rien montré ou pas grand-chose. Début de deuxième mi-temps, par contre, et jusqu'à la 30e minute, je me suis dit peut-être qu'on pourrait marquer. La rentrée de Bio qui se présente tout seul devant le gardien peut aussi déclencher quelque chose. Donc je me dis on a raté, mais bon allez. Et puis en fin de match, heureusement que Aubin nous fait 2 arrêts, hein, un arrêt au pied et puis le penalty. Vraiment, je suis très fâché parce que c'est lui-même là qu'on dit qu'il tirait penalty. Il a refusé de tirer. Mais d'autres qui est parti là-bas maintenant, il a tiré dans sa manière quoi. Vraiment, ça me faisait mal quoi. Je peux dire que c'est un manque d'efficacité, c'est-à-dire ne pas s'appliquer devant les buts. Parce que comme c'est une équipe qui vient de commencer quoi. Je viens de commencer l'entraînement les mercredis. Donc, c'est maintenant que j'ai commencé à travailler un peu, essayer de voir maintenant. Mais quand même, je remercie, je les félicite quoi. Qu'au moins ils sont bien débrouillés quoi. Ils sont bien débrouillés. Mais en temps normal, ça c'est un match gagné pour nous quoi. C'est un match gagné pour nous. C'est manque de comment dire là, devant les buts quoi. C'est sûr que je suis satisfait du 0-0, mais moi, vous savez, si on veut recoller au peloton de tête, il faut gagner des matchs à l'extérieur. Les matchs nuls ne suffisent pas. Cette efficacité, ça ne date pas de maintenant. Depuis 3 ans, on essaie de travailler pour essayer de remonter la pente, voir ce qui ne va pas, essayer de travailler. On travaille toujours dessus pour pouvoir améliorer. C'est notre plus grand défaut, l'attaque. On manque de concrétisation. C'est ça qui nous fatigue, mais on continue de travailler. C'est qu'au fur et à mesure, ça va venir. Et quand ça va venir, on pourra marquer assez de buts. Dadje Football Club a pris le dessus sur Banigansé en cette 13e journée de la Ligue Pro à Aplaroué. Score final 2-1 pour les vice-champions en titre. Pourtant, Banigansé a été le premier à trouver les filets à la 33e minute avec Eric Assoba. Très vite, Dadje égalise avec Ariel Komi à la 37e minute avant de prendre définitivement le dessus à la 49e minute grâce à Salif Bagaté. On aborde à présent le récapitulatif des résultats des matchs de la 13e journée de la Ligue Pro. Match nul pour AS Police et Adidja FC. 1-0 pour Dynamique FC et Dynamo. Même score pour Audio FC et Beke FC. 1-0 pour l'AS Tonnerre et Damissa FC en faveur de Damissa FC. Match nul pour AS Cotonou et Coton FC. 2-0 pour JSO et Requin FC. 1-0 pour Jacques FC et Dragon FC en faveur de Jacques. 1-3 pour Sitatunga FC et Sobemap FC. Match nul pour Buffle FC et Cavalier FC. 1-0 pour Boa FC et Espoir de Savalou en faveur de Espoir de Savalou. 2-1 pour Dadje FC et Banigansé FC. Même score pour Real Sport et Abeille FC. 1-0 pour Panthère FC et Lotopopo. 2-0 pour Takuna FC et Dynamo d'Abomey en faveur bien évidemment de Dynamo d'Abomey. Match nul pour Avranco OMN et Asvo. De même pour Ayema FC et Aspac. 4-2 pour Aziza FC et USS Kraké. Et enfin, match nul pour Étoile Filante et JSP. Voilà, chers internautes, ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention.
Merci pour l'attention accordée à cette édition. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV.